Alors, on va passer au dossier numéro 3, et notamment avec accès quand même globalement autour de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Alors, bon, je vous l'ai fait un petit peu pour, maintenant qu'il y a de la LCA, le jour de l'examen, pour vous rappeler un petit peu également quelque chose sur l'analyse d'articles et des choses comme ça, même si bien sûr, juste le dossier ne se prétend pas se substituer aux conférences ou aux cours de LCA que vous pourrez voir. Médecin urgentiste, vous décidez de faire un essai clinique sur le traitement préhospitalier, donc dans le camion du SAMU, sur l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, on vous demandait quel était le meilleur type d'étude selon la médecine factuelle. Donc, médecine factuelle, c'est la traduction française de l'evidence-based medicine, qui est un petit peu ce qui régit nos pratiques actuellement, à savoir qu'on essaye toujours d'obtenir un niveau de preuve le plus élevé possible avant d'autoriser, d'utiliser un médicament ou une technique diagnostique ou une imagerie, la biologie, etc. Et rappelez-en rapidement les différents niveaux de preuve. Alors, globalement, il y a plusieurs classifications qui existent, mais elles s'accordent toutes pour dire que les meilleurs niveaux de preuve, ce sont les essais comparatifs randomisés, donc on tire au sort l'appartenance du malade entre les deux groupes, de grande puissance, ça veut dire qu'on a mis beaucoup de malades pour se donner le moyen de voir des choses de façon certaine et avec même de mettre en évidence des petites différences, donc une grande puissance, ou alors la méta-analyse de tels essais. C'est-à-dire la méta-analyse de plusieurs essais randomisés de grande puissance bien effectués. Ça, c'est le niveau 1, c'est le meilleur. Le niveau 2, qui est un petit peu moins bon, c'est de faire des essais comparatifs toujours randomisés, mais cette fois-ci moins puissants, avec moins de malades ou moins bien conduits. Et de la même façon, la méta-analyse de plusieurs essais randomisés peu puissants restera du niveau 2. Si un jour quelqu'un vous sort une étude, même si elle est toute seule celle-là, mais mieux faite, plus puissante, ça restera supérieur à la méta-analyse des essais moyens. En gros, la méta-analyse, ça ne fait jamais gagner un palier. Vous faites une méta-analyse d'études moyennes, vous avez un résultat moyen. Ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même faire une bonne étude bien faite. Le niveau 3, et ben là, on est dans les essais non randomisés, et les études de cohorte. Alors, c'est toujours prospectif, vous allez toujours suivre les malades dans le temps, vous décidez de les inclure et vous suivez les malades, mais vous ne les avez plus randomisés entre vos différents groupes. Parce que vous ne pouviez pas ou parce que vous ne l'avez pas fait. Le niveau 4 des niveaux de preuve, là on est maintenant dans les études rétrospectives, c'est-à-dire ces essais comparatifs, mais vous avez décidé de faire cette étude et vous allez aller rechercher dans le passé les caractéristiques des malades, donc c'est les études cas témoins ou la comparaison avec une série historique. Vous avez par exemple décidé de vérifier si dans votre service, depuis que vous avez mis un truc pour se laver les mains, vous aviez moins d'infections, et vous allez regarder par rapport à ce qui s'était passé sur la période 90-95. Bon, vous comparez à ce qu'il y avait avant. C'est beaucoup moins bon que de faire une étude prospective, parce que forcément, 90-95, les choses sont finies, il peut y avoir eu des biais. Comment sélectionner les patients entre 90 et 95 ? Voilà, il y a un certain nombre de biais et de choses que vous ne contrôlez pas. Le prospectif, l'avantage, c'est qu'on contrôle les choses. Et le niveau 5, de niveau de preuve, c'est l'avis d'expert ou la série de cas. Il n'y a rien de comparatif, il n'y a rien de randomisé, il n'y a rien de ça, c'est juste vous êtes l'expert mondial de la maladie de machin, où vous avez recensé 18 cas du syndrome de truc. Et vous publiez, voilà mon expérience des 18 cas. Alors c'est sûr que par rapport à un essai randomisé de grande puissance, bien fait, ça vaut rien. Mais vous avez certaines pathologies pour lesquelles vous ne pouvez pas faire du niveau de preuve 1. Justement, si vous vous adressez à une maladie rare, où il y a 30 cas en France par an, vous n'allez pas pouvoir faire un essai randomisé de grande puissance. Et si à l'inverse, du coup, vous avez publié 150 cas de la maladie machin, que vous êtes du coup l'expert européen de la maladie machin, votre avis ne compte pas pour rien. Et sur la maladie machin, probablement que le niveau 5, voire éventuellement 4, c'est le mieux qu'on pourra faire. D'accord ? Donc il faut aussi être raisonnable, et voilà, maintenant pour les pathologies, l'hypertension, l'infarctus, ce que vous voulez, c'est évident qu'il faut du niveau 1 pour pouvoir raisonner correctement. D'accord ? Donc ici, quand vous demandez le meilleur niveau de preuve, c'était l'essai clinique comparatif randomisé de grande puissance. Et si vous, question 2, vous décidez à apporter une preuve solide, vous optez pour le meilleur niveau d'étude, c'est ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'on vous disait que vous alliez comparer l'utilisation d'amiodarone, c'est la cordarone, versus l'idocaïne, c'est la xylocaïne.
dans la variété d'arrêt cardio-respiratoire la plus fréquente chez l'adulte, en complément des manœuvres de réanimation de base. Donc, en gros, ça veut dire vous allez détecter un arrêt cardiaque, en tout cas la variété la plus fréquente que tu vas nous préciser tout de suite. On fait la réanimation, on masse le malade, on fait le massage cardiaque, on le ventile, tout ça. Et puis, on va comparer. Chez la moitié des malades, on donnera la cordarone. Chez l'autre moitié, on donnera la xylocaïne. Et puis, on comparera ce qui se passe. Alors, rappelle-nous, quelle est cette variété d'arrêt cardiaque la plus fréquente? La plus fréquente, c'est l'infarctus du myocarde. Ah, alors ça, c'est une cause. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on discutait le diagnostic, étiologique, tout ça. Ça, c'est une cause d'arrêt cardiaque. En gros, un arrêt cardio-circulatoire, ça veut dire qu'il n'y a plus de pouls. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas circuler le sang. Mais ça ne veut pas forcément dire que le cœur est arrêté ou qu'il n'y ait pas d'activité électrique cardiaque. D'accord? Donc, les variétés d'arrêt cardiaque, alors la plus fréquente, en fait, c'est la fibrillation ventriculaire. Ça, chez l'adulte, c'est la cause la plus fréquente, c'est la fibrillation ventriculaire. Alors, est-ce que vous connaissez, du coup, d'autres causes d'arrêt cardiaque? Donc, après, un infarctus du myocarde peut donner une fibrillation ventriculaire, oui. Comme une embolie pulmonaire, comme... d'accord, hein, mais le mécanisme qui explique que le sang circule plus, en l'occurrence, ça, c'est la fibrillation ventriculaire. C'est la cause la plus fréquente chez l'adulte. Est-ce que tu connais d'autres causes? Oui, la tachycardie ventriculaire. Mal tolérée, forcément, parce qu'il y en a en arrêt cardiaque, mais il y a des tachycardies, il y a une certaine catégorie de tachycardies qui peuvent être bien tolérées. Effectivement, il y a des tachycardies ventriculaires mal tolérées. Donc la TV, on avait dit la FV, fibrillation ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, la TV. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, les asystolies, les asystolies, alors là c'est l'absence complète d'activité électrique, absolument, l'asystolie. Alors, il y avait les BAV complets, donc les blocs auriculo-ventriculaires complets. Alors, bloc auriculo-ventriculaire complet, c'est surtout avec un échappement très bas, parce qu'un bloc auriculo-ventriculaire complet, il n'y a plus de transmission d'activité de l'oreillette vers le ventricule. Mais si le ventricule il a pris un rythme d'échappement à 60 par minute, tu ne seras pas en arrêt cardiaque. Mais si par contre le ventricule il a pris un rythme d'échappement, ou qu'il n'y a pas de rythme d'échappement du tout, ou qu'il a pris un échappement à 20 par minute, tu vas faire un arrêt cardiaque parce qu'à 20 par minute, avec en plus un rythme ventriculaire, tu n'arrives pas à éjecter suffisamment de sang et suffisamment beaucoup et ton débit cardiaque il est quasiment nul. Donc en gros, ça regroupe les bradycardies extrêmes. Un malade qui a encore 15 par minute d'un complexe, même normal sinusal, clairement à 15 par minute, ça ne doit pas faire suffire pour circuler et maintenir une pression artérielle. Donc les bradycardies extrêmes, ou ce qu'on peut appeler, alors là, dans ça on classerait les BAV avec, mais ça existe même avec ce qu'on appelle les rythmes sans pouls. Donc c'est ce qu'avant on appelait c'est ce qui correspond au mécanisme de désamorçage. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, un cœur qui a une activité électrique normale, mais qui est vide. Ça, on peut voir ça dans les polytraumatismes ou les grands chocs hémorragiques. S'il y a tout d'un coup, parce que tu as un anévrisme de l'aorte qui se rompt, alors je suis d'accord que c'est des choses assez précaires, ça va pas rester comme ça des heures, mais si tu perds 2 litres de sang sur la route parce que tu es renversé par un camion ou ton anévrisme de l'aorte se rompt, je sais pas, en 1 minute tu perds 3 litres de sang, tu as un cœur qui initialement marche encore avant qu'il se mette à souffrir de façon ischémique, donc avec un ECG normal, mais il y a tellement rien dedans qu'il éjecte rien et tu n'as plus de pouls. Donc ce qu'on appelle les rythmes sans pouls. Donc le plus fréquent, la fibrillation ventriculaire, et les autres c'est donc la systolie, la tachycardie ventriculaire, le rythme sans pouls, la bradycardie extrême, et le dernier c'est la torsade de pointe. Alors, TV, FV, asystolie, vous pouvez avoir une séquence comme ça, hein. Vous pouvez faire une TV, donc ça veut dire que vous avez une naissance à un foyer ventriculaire ectopique qui n'est pas bien toléré. Ça se dégénère en FV, où là vous avez de multiples foyers de naissance ectopique du signal. Hein. Si vous avez un cœur en fibrillation, il est en train de faire comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, chaque morceau est en train de se dépolariser pour son propre compte. Donc voilà, et puis carrément, la dégénération d'une FV, c'est une asystolie, il n'y a plus rien qui se contracte. Donc voilà, chez l'enfant, alors chez l'adulte, les causes numéro 1, donc pour revenir à ce que tu me disais sur l'infarctus, chez l'adulte, les causes numéro 1 d'arrêt cardiaque sont cardiaques. Je veux dire, les causes d'arrêt cardiaque sont cardiaques, oui, mais on vient de dire, par exemple, dans le cas clinique d'avant, qu'on peut avoir des causes respiratoires d'arrêt cardiaque. Si vous faites un arrêt respiratoire, vous devenez hypoxique, vous avez 50 de SAT, le cœur va se mettre à effectivement faire ou la FV ou de la TV, ou etc. Mais la cause, elle n'est pas cardiaque, là, elle est respiratoire. Ce n'est pas un infarctus qui aura provoqué la tachycardie ou la fibrillation ventriculaire, c'est l'hypoxie. Et c'est important parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la conférence de méthodologie, le traitement étiologique. Symptomatique, ça va être de réanimer le malade, mais si vous ne traitez pas la cause, ça va recommencer.
Hein, symptomatique, étiologique. Donc symptomatique, ce sera toujours pareil, mais étiologique, ce sera différent. Si c'est une cause cardiaque, eh ben, on traitera le cœur. Si c'est une cause respiratoire, il faudra oxygéner le malade et comprendre ce qui s'est passé. Donc chez l'adulte, c'est avant tout des causes cardiaques. Chez l'enfant, c'est avant tout des causes respiratoires. Parce que l'enfant, à part les cardiopathies congénitales, il fait assez rarement des infarctus ou des choses comme ça. Par contre, il peut faire des problèmes respiratoires, il peut s'étouffer, il peut faire des problèmes hypoxiques, il peut avaler la cacahuète, il peut faire tout ça. Enfin, inhaler la cacahuète, parce que s'il l'avalait, tout se passerait bien, mais c'est quand elle va dans le mauvais trou que ça se passe mal. D'accord. Et donc la variété la plus fréquente, c'est l'AFV. Et donc dans l'AFV, ce dossier est parti d'une étude réelle. Hein, il y a des gens qui se sont intéressés à la cordarone versus la xylocaïne dans la fibrillation ventriculaire. Alors, question 3, rappelez la séquence de la chaîne de survie qui doit être effectuée en extra-hospitalier face à un arrêt cardio-respiratoire. Ça ne s'invente pas, c'est un mot-clé, c'est la chaîne de survie. Alors la chaîne de survie, ça veut dire quoi? C'est un concept qui n'est pas très débile, parce qu'au contraire, qui est même assez intelligent. Parce que c'est vraiment le concept d'une chaîne. Une chaîne, c'est des maillons. Et les maillons, par définition, ils sont les uns dans les autres. Ce qui veut dire que si vous voulez une chaîne intègre, s'il y a un maillon qui saute, ça ne sert à rien, vous n'avez plus de chaîne. D'accord? Donc c'est vraiment bien, il y a plusieurs éléments qui sont interdépendants les uns des autres, et ils sont tous nécessaires pour assurer la continuité. C'est pour ça qu'on appelle ça la chaîne de survie. Et en fait, la chaîne de survie dans l'arrêt cardiaque, c'est 4 éléments. Le premier élément, c'est la reconnaissance de l'arrêt cardiaque et l'appel des secours précoces. Alors, tout l'objectif de la chaîne de survie, c'est d'améliorer la prise en charge de l'arrêt cardiaque et d'améliorer le pronostic de l'arrêt cardiaque qui, en France, aujourd'hui, est horrible. On verra avec la fin du dossier, il y a énormément de malades qui meurent d'arrêt cardiaque en France, alors qu'on pourrait faire mieux. Et donc, l'objectif de la chaîne de survie, c'est d'agir à tous les niveaux, en préhospitalier, parce que la majorité surviennent en dehors de l'hôpital, pour éviter justement cette mortalité très importante. Donc la première, c'est qu'il faut que les gens soient capables d'en reconnaître un rapidement et d'alerter rapidement les secours. Si vous avez le meilleur camion du SAMU du monde et les meilleurs hôpitaux du monde, si le pecno dans la rue n'est pas capable de reconnaître un arrêt cardiaque, ça ne servira à rien. Donc le premier maillon est indispensable. Deuxième maillon, ça va être la réanimation cardio-pulmonaire immédiate. Je reprends un exemple. Vous avez des gens, tout le monde est formé pour les reconnaître. Vous avez les meilleurs camions du SAMU. Mais le problème, c'est que personne au milieu n'est capable de commencer à faire un massage cardiaque au malade en attendant que le SAMU arrive. Eh bien, les deux ne servent à rien. Il faut qu'il y ait la réanimation cardio-pulmonaire précoce. Le troisième maillon, c'est la défibrillation précoce. C'est normal, on vient de dire que la variété la plus fréquente, c'était la fibrillation ventriculaire, et qu'il y avait la tachycardie ventriculaire qui est aussi un rythme à choquer. Donc si vous pouvez défibriller rapidement le malade, ben vous allez, tous les malades qui sont dans la variété la plus fréquente, qui est la fibrillation ventriculaire, les guérir. Donc il faut pouvoir défibriller de façon précoce. On en revient toujours pareil. Vous avez un super mec qui est capable de le reconnaître, un super mec capable de masser, un super hôpital au bout, mais vous n'avez pas pu le défibriller, eh ben, il aura fait un délai d'arrêt cardiaque long, alors que si on avait pu le défibriller plus tôt, il serait guéri. Alors ça, c'est un truc sur lequel en ce moment on est en train un petit peu de s'équiper. Donc les pompiers qui arrivent avant le SAMU, quasiment tout le temps, ont des défibrillateurs semi-automatiques. Et maintenant, on commence à en voir fleurir un peu partout. Dans les hôpitaux, dans les facs, dans les aéroports, des fois dans les salles de spectacle, il y a des défibrillateurs. Vous en avez probablement déjà vu, un petit boîtier. Et le quatrième maillon, ça va être la réanimation spécialisée, pré-hospitalière et hospitalière, précoce. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a pris en charge notre malade, on a reconnu son arrêt cardiaque, on a appelé vite les secours, on l'a massé en attendant, on a pu le défibriller rapidement parce que les pompiers sont arrivés en 5 minutes et qu'ils l'ont défibrillé, il faut après que le SAMU arrive vite et qu'il y ait une place dans un service de réanimation rapide avec des gens de compétences et qui savent bien faire. Donc vous voyez bien que pour améliorer les choses, il faut que les 4 maillons de cette chaîne soient intacts, parce que sinon, améliorer 3 et en laisser un au panier, ça ne sert à rien. Et vous allez voir, et c'est un peu la discussion de la dernière question de ce dossier, que malheureusement, ne serait-ce qu'encore sur la reconnaissance précoce et le massage précoce, donc les 2 premiers maillons, on est encore très très en retard. Hein, quand même un des pays où je ne comprends pas que pour passer le permis de conduire ou le bac ou je ne sais pas quoi, il n'y ait pas une obligation de formation au geste de premier secours et au massage cardiaque. En 2 heures, tout le monde sait faire de la réanimation d'un arrêt cardiaque, donc ça n'impacterait pas beaucoup la population d'avoir 2 heures de formation quand ils passent le permis de conduire ou le bac, ou le service civil, la journée d'appel à la défense, machin. Et ça sauverait des vies. Bon, bah non, on ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, question numéro 4. Quelle est depuis 2009 la réanimation cardio-respiratoire non spécialisée à mettre en œuvre en attendant l'arrivée des secours? Alors, j'ai marqué depuis 2009, en fait, c'est des recommandations semi-récentes maintenant, elles ont 3 ans les recommandations, mais il y a encore un certain nombre d'ouvrages qui ne les ont pas intégrés parce qu'ils ont été faits avant 2007. Et que c'est des recommandations de fin 2006.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la réanimation non spécialisée, c'est-à-dire nous, témoins dans la rue, pas forcément médecins? Alors, alors déjà, la première chose, c'est, on avait dit, reconnaissance précoce. Qu'est-ce que c'est un arrêt cardiaque pour le public dans la rue? C'est simple, c'est un patient qui a perdu connaissance, qui ne réagit pas et qui ne respire pas normalement. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Vous voyez quelqu'un qui est tombé, qui n'a pas connaissance. Vous le simulez, vous l'appelez, monsieur, vous le secouez, il ne réagit pas. Et quand vous regardez, il ne respire pas normalement. C'est un arrêt cardiaque, vous devez enclencher la séquence des choses qu'on va voir tout de suite. D'accord? Ils ont précisé ça parce que dans les anciennes recommandations, il y a marqué qu'il n'y avait pas de respiration du tout. Et quand ils ont analysé un petit peu les choses, ils se rendaient compte qu'il y avait des malades qui étaient en train de gasper, donc faire une espèce de gasp préagonique, qui ne sont pas du tout des respirations, mais que les gens prenaient pour des respirations et qui du coup ne faisaient rien. C'est un peu bête. Donc c'est pour ça qu'on dit on ne respire pas normalement. Donc si vous n'avez pas une bonne respiration juste, voilà, on y va. Alors, dès que c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Libérer les voies aériennes. Donc vérifier qu'il n'y ait pas un truc dans la bouche, qu'il soit pas en train de s'étouffer, et mettre un tout petit peu la tête en arrière pour bien libérer les voies aériennes. Débuter immédiatement un massage cardiaque externe. Et le rythme du massage cardiaque externe, c'est 100 compressions par minute. Donc il faut aller à 100 par minute. C'est assez rapide. Bon, il y a des petits détails techniques que vous voulez le corriger, peu importe. Si vous êtes plusieurs et qu'il n'y a pas de grosses contre-indications, type le malade est en train de vomir, le malade je sais pas quoi, on recommande quand même toujours de faire de la ventilation en plus du massage cardiaque externe. Donc auquel cas, on va adopter un rythme de 2 insufflations au bouche à bouche pour 30 compressions. Donc 1, 2, 3, 30, donc ça prend un tiers de minute à peu près, puisqu'on est à 100 par minute. 2 insufflations, on recommence, 30, 2. Si vous êtes plusieurs, eh bien, idéalement, on fait les 2 au bout de 30 sans s'arrêter. D'accord? Parce qu'il a été bien montré par des études un peu physiologiques que c'est pour ça qu'avant on était à 15 pour 1, maintenant on est à 30 pour 2, parce que quand on masse, le temps que la pression commence à monter, qu'on commence à vraiment mettre en charge et appuyer et un peu éjecter, il faut en moyenne 8 à 10 compressions. Donc avant, quand on en faisait 15, en gros, il n'y en avait que 5 efficaces, toutes les autres servaient à monter un peu en pression. C'est un peu bête. Donc là, c'est pareil, si vous êtes 2, il vaut mieux continuer en permanence, que quand vous allez lâcher pour faire les 2 insufflations, il faudra tout recommencer. Au niveau de la montée en pression et de la petite circulation qui se fait, parce que quand on masse un malade efficacement, il y a quand même une circulation. On peut générer 7, 8, 70, 80 mm de mercure, ce qui permet déjà de circuler un petit peu. Donc 30 pour 2 insufflations, idéalement sans arrêter le massage. Si on est tout seul, il faut reprendre immédiatement le massage après. Et si vous voyez que la ventilation, ça ne marche pas, que c'est pas possible, que le malade il vomit, qu'il y a un truc qui vous gêne, que ça vous fait peur ou quoi que ce soit, bah, c'est pas grave, on fait que le massage. Et ça par contre c'est hyper important. Et ça peut se comprendre parce que comme je vous ai dit, la cause numéro 1 d'arrêt cardiaque chez l'adulte, c'est des causes cardiologiques. Donc vous là, si vous tombez mort tout de suite, vous avez encore de l'oxygène dans vos poumons, vous avez encore votre capacité résiduelle fonctionnelle qui est remplie d'air à 21%, vous avez donc de quoi encore extraire un peu d'oxygène. Donc si on vous fait circuler le sang, vous allez encore l'oxygéner un petit peu pendant un petit moment, ce qui n'est pas aussi vrai chez l'enfant ou dans les arrêts hypoxiques, où là, le traitement, c'est d'oxygéner tout de suite. Mais donc, le massage, en plus en appuyant sur la poitrine, va créer des petits mouvements respiratoires et suffit. D'accord? Donc si on peut, c'est mieux d'insuffler et de ventiler un peu aussi. Mais si on ne peut pas, qu'on est tout seul, qu'on n'arrive pas qu'il faut se concentrer sur un truc, voilà, ou qu'il vomit, ou que manifestement il a des plaies partout, et que bon, vous ne voulez pas le faire bouche à bouche dans le sang, vous faites le massage. C'est le plus important des deux. D'accord? Donc voilà la réanimation cardio-respiratoire non spécialisée. Question 5. Quels sont les apports essentiels que mettront en œuvre dès leur arrivée les secours médicalisés? Donc cette fois-ci les docteurs. Donc lorsque les docteurs ils arrivent, ou ça d'ailleurs on l'a dit aussi, le SAMU, mais la première chose à faire, ça va être de mettre en place le défibrillateur. Parce que si c'est un rythme à choquer, on l'a dit, c'est le maillon numéro 3, la défibrillation précoce. Le plus tôt possible, on défibrille s'il y a besoin de défibriller. Donc on met en place tout de suite, pouf, les palettes du défibrillateur, on regarde le rythme. Si c'est un défibrillateur semi-automatique, qu'ont les pompiers que vous avez dans les supermarchés ou j'en sais rien, c'est lui qui va analyser, il est semi-automatique et il va vous dire si oui ou non il faut choquer. Et s'il vous dit il faut choquer, vous appuyez sur le bouton, vous vous barrez, vous appuyez sur le bouton et vous écoutez tout ce qu'il vous dit, vous le faites. Si vous êtes le docteur dans le camion du SAMU, ce n'est pas des défibrillateurs semi-automatiques, c'est des défibrillateurs manuels. Vous regardez le rythme et c'est vous qui décidez s'il faut choquer. Vous êtes quand même plus intelligent que la machine. Vous êtes censé mieux savoir l'histoire d'interpréter les rythmes.
Donc si c'est des rythmes à choquer, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire mal tolérée, en gros c'est des rythmes à complexe ventriculaire large, il faut choquer. Donc on fait le choc électrique. Par rapport aux recommandations, après le choc, on ne perd pas du temps à vérifier si... Alors vous avez vu dans la définition pour le public, je ne vous ai dit à aucun moment qu'on prenait les pouls. C'est inconscient, sans réaction, respiration anormale. Pourquoi? Parce que pareil, il y a des gens qui perdaient 2 minutes à être bien sûr qu'il n'y ait pas de pouls, tu vois. Ah ouais, non, vraiment, mais t'es sûr que c'est bien là qu'on le prend? Ouais, attends, je vérifie, non, laisse-moi faire, voilà. Non, on perdait 2 minutes, et pendant ce temps-là, pendant 2 minutes, il n'était pas massé. Donc on ne vérifie pas. Si c'était pas un arrêt cardiaque, vous commencez à masser un malade qui est un peu encore conscient, il va vite se réveiller, vous en collez une. Et si c'était un malade qui, de toute façon, n'avait pas un vrai arrêt cardiaque, mais ou déjà ça n'a pas d'impact. D'accord? Ça reste vrai pour le spécialiste. C'est-à-dire que si vous, en tant que médecin, à l'hôpital, ou vous témoignez d'un arrêt cardiaque, nous, c'est toujours recommandé d'essayer de prendre le pouls parce qu'on sait a priori faire. Encore faut-il s'y être entraîné. Donc, on a mis les palettes du défibrillateur, on a regardé le rythme, et s'il faut, on le choque. Immédiatement après le choc, on reprend le massage cardiaque externe. On ne vérifie plus l'efficacité du choc tout de suite après. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on choquait, on reprenait le pouls, et s'il n'était pas là, on remassait. Non, maintenant, on défibrille et on remasse tout de suite. Pourquoi? Toujours pareil, pas reperdre du temps si ça n'a pas marché. Et si ça a marché, il n'y a pas de danger à masser un cœur qui est en train de repartir. Au contraire. On fait 2 minutes. On réanalyse le rythme. Donc au bout de 2 minutes, vous êtes obligé de vous arrêter parce que quand vous massez, c'est ininterprétable, le CG. Donc au bout de 2 minutes, vous lâchez et vous vérifiez. Et c'est là que vous allez voir si votre malade il est effectivement reparti ou pas 2 minutes avant. S'il n'est pas reparti, que c'est toujours à choquer, vous rechoquez, on reprend le massage. Et vous faites comme ça des séquences de 2 minutes. D'accord? Bien évidemment, vous avez un transport médicalisé du SAMU, etc., à un moment assez rapide, mais le massage de premier, parce que ce n'est pas des causes hypoxiques chez l'adulte, c'est des causes cardiaques, mais quand même, on intubera le malade et on le ventilera et on mettra l'oxygène sur le ventilateur à ce moment-là, hein, d'accord? Alors, juste pour détailler un tout petit peu la séquence, donc on a dit, il y a un témoin qui est en train de masser. Vous êtes le docteur du SAMU, vous arrivez, vous mettez les palettes, vous vérifiez s'il faut défibriller ou pas. S'il faut défibriller, vous choquez. S'il ne faut pas défibriller parce que c'est une asystolie haute, bon, il ne faut pas défibriller, vous massez. On va partir dans le cas le plus fréquent, la fibrillation ventriculaire. Vous avez choqué. On ne vérifie pas tout de suite si ça a marché, on masse 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on s'arrête, on regarde. Ça a marché, très bien, hop, on met dans le camion, on l'emmène à l'hôpital. Ça n'a pas marché, deuxième choc. Qu'est-ce qu'on fait après le deuxième choc? On remasse tout de suite. On remasse. 2 minutes après, on vérifie si ça a marché. Donc on en est à la 4e minute. Donc il massait. Choc 1, 2 minutes. Choc 2, 2 minutes. D'accord? Au moment du... si le deuxième choc n'a pas marché, donc on arrive à la 6e minute. 2 minutes, choc, 2 minutes, choc. On arrive au moment du 3e choc. Donc c'est là où on vérifie si le deuxième choc a marché ou pas. Mais on a massé quand même les 2 minutes de plus. Donc on en arrive à la 6e minute, juste avant le 3e choc. Si donc le deuxième choc n'a pas marché, c'est là où on ajoute l'adrénaline. D'accord? Donc bolus de 1 mg. 1 mg d'adré. Donc c'est pas tout de suite dans les rythmes à choquer, hein, c'est tout de suite dans la systolie, mais dans les rythmes à choquer, c'est pas tout de suite. C'est la 6e minute, c'est au moment avant le 3e choc. 1 mg d'adrénaline. Et elle, si elle ne marche pas, l'adrénaline, on va la répéter en bolus de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes. Bon, vous avez fait 1 mg d'adré, vous choquez, vous remassez 2 minutes. On est donc au 3e choc, juste avant le 4e, à la 8e minute. Tout le monde est d'accord toujours? Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire si ça ne marche toujours pas? Après avoir analysé le rythme et avant d'effectuer le 4e choc, ou au moment d'effectuer le 4e choc, on va faire un bolus de 300 mg de cordarone. Et à défaut, si on n'en a pas, ou si ça, voilà, on fera 1 mg kg de xylocaïne. Et on choque le 4e choc si besoin, on reprend le massage, etc. Et là, la cordarone ou la xylocaïne, on ne la répète pas, on la fait une fois. D'accord? Donc, 2 minutes de massage. On arrive, on met les palettes, premier choc. On remasse 2 minutes, on vérifie l'efficacité du premier choc. Ça n'a pas marché, deuxième choc. 2 minutes de massage, on vérifie l'efficacité du deuxième choc. Donc on est à la 6e minute, si ça n'a pas marché, 1 mg d'adré, 3e choc. 2 minutes de massage, on vérifie l'efficacité du 3e choc et de l'adrénaline. Si ça n'a pas marché, avant le 4e choc, bolus de cordarone, 4e choc. On reprend 2 minutes. Et après, vous enchaînez des séquences de 2 minutes de massage, choc, avec un peu d'adré à chaque fois. Toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes, on peut retenir toutes les 2 minutes, 1 mg.
Et puis au bout d'un moment, il faudra s'arrêter. Si ça ne marche toujours pas, on ne va pas choquer 45 fois. Et là, il n'y a pas de recommandation sur quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ça dépend de plein de choses, de l'âge du malade, s'il est en hypothermie, auquel cas il faut continuer plus longtemps, si c'est une intoxication médicamenteuse où il a pris des barbituriques et il faut continuer aussi plus longtemps parce que ça protège le cerveau, etc. D'accord ? Mais si globalement, pour un arrêt cardiaque simplex, au bout de 20 minutes, vous êtes là, donc ça veut dire que l'arrêt cardiaque il avait débuté avant, il ne se passe toujours rien, il faudra se poser des questions. Je vous ai mis dans le corrigé, en gros, sous forme d'échelle, le résumé de ce qu'on vient de dire. Voilà, vous apprenez ça par cœur. D'accord ? Ça, c'est la prise en charge de l'arrêt cardiaque, comme on doit la faire maintenant. Donc il y a le premier choc, on a un tube, j'ai dit que c'était le choc le plus important, donc la défibrillation précoce, troisième maillon, donc il y a choc, ensuite bon, on en profite pendant le massage pour intuber, ventiler, mettre une voie veineuse, on arrive au deuxième choc, donc déjà si en 2 minutes vous avez réussi à intuber avec une voie veineuse, si un malade qui est en train d'être massé, c'est que vous êtes fort. On a le deuxième choc, 2 minutes, et au moment d'analyse, si ça ne marche pas, adré, troisième choc, 2 minutes, cordaron, troisième choc, et puis après vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Ok ? Alors, la question 6, vous réalisez donc votre étude, puisqu'on revient à l'idée qu'on voulait faire quand même une super étude. Vous analysez donc, vous réalisez votre étude en incluant les patients dans les 2 bras, utilisation de 300 mg d'amiodarone dans l'arrêt cardiaque réfractaire, donc réfractaire parce qu'on l'a dit, un échec de 3 chocs. Donc avant le 4e, on met la cordarone, versus l'utilisation de 9,5 mg de xylocaïne. Au bout de 2 ans, vous avez mis plein de malades, vous êtes super fort et vous obtenez les résultats suivants. Critère principal de jugement qui est la survie des patients pris en charge à l'arrivée à l'hôpital. Odds ratio pour le critère principal, amiodarone versus xylocaïne, 2,49. Intervalle de confiance 1,28, 4,85, P égale 0,07. Et puis après, vous avez les critères secondaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous donnez de la cordarone, en moyenne, les patients survivent à l'arrivée à l'hôpital 2,49 fois plus que quand vous donnez de la xylocaïne. P égale 0,07, donc P est inférieur à 0,05, donc c'est significatif. Et puis il y avait les critères secondaires. Donc survie à la sortie de l'hôpital 5 versus 3, la P n'était pas significatif, il était supérieur à 0,05. Et la nécessité d'utiliser d'autres drogues après la drogue de l'étude, ça veut dire que vous en avez mis une, puis comme ça ne marchait pas, vous avez mis l'autre, donc là c'est une nécessité de mettre la deuxième. Dans un cas c'était 30%, dans l'autre cas c'était 27%, et P n'était pas significatif, c'est-à-dire que quand vous utilisez une molécule, en gros vous utilisez la molécule, vous n'avez pas besoin forcément de mettre l'autre. Enfin, vous avez recours dans un tiers des cas à l'autre, mais ce n'est pas différent dans les 2 groupes. On vous demandait que pouvez-vous conclure sur l'efficacité de la cordarone, justifier la réponse. On va déjà faire ça. Alors, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que, manifestement, quand vous me donnez la cordarone dans l'arrêt réfractaire, vous survivez plus que quand vous donnez de la xylocaïne. Même en moyenne, je vous l'ai dit, 2,49 fois plus. Donc, la cordarone a une efficacité supérieure à la lidocaïne sur la survie des patients victimes d'arrêt cardiaque réfractaire pour l'admission à l'hôpital. Donc c'est sûr, l'odds ratio est supérieur à 1, ça veut dire que donc, vous avez plus de chances de survivre. L'intervalle de confiance, à 1,28, 4,85, ne contient pas 1, donc ça veut dire que vous êtes vraiment sûr que c'est que de l'effet positif. Parce que ça contient 1, si vous avez 0,5 à 1,5, vous ne pouvez rien en dire, c'est-à-dire que vous avez autant de chances que ça soit moins bon que ça soit bon. Et si vous êtes vraiment supérieur à 1 dans le sens de votre molécule, c'est que vous êtes plus efficace. Et puis c'est traduit aussi par le fait que P est significatif supérieur à 0,05. Mais là, on est en train de dire que c'est pour les patients qui survivent à l'arrivée à l'hôpital. Parce que quand vous lisez les critères secondaires, vous avez la survie à la sortie de l'hôpital, et là vous avez 5 versus 3, et c'est pas différent, P égale 0,34. C'est un peu un problème. Parce que est-ce que c'est intéressant d'amener plus de malades vivants à l'hôpital pour qu'à la fin, il en sort de l'hôpital, pas plus? Pas tellement. Ce qu'il faudrait, c'est un médicament qui vous aide à sauver les gens de l'arrêt cardiaque, y compris quand ils sortent de l'hôpital. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en amenez 2,49 fois plus vivants à l'arrivée à l'hôpital, et qu'en gros, la différence de gens vivants par rapport avec la cordarone, ils meurent à l'hôpital. Puisqu'à la sortie de l'hôpital, vous avez le même pourcentage de gens vivants. Donc, est-ce que c'est efficace la cordarone? Ça a l'air un peu efficace, au moins sur la survie à la phase initiale, mais globalement, ce n'est pas la panacée, quoi, parce que ça ne vous change pas le pronostic après. Donc ça, c'est quand même un souci.
Quand on vous disait ensuite, que concluez-vous? Donc, une revue de la littérature vous apprend que la xylocaïne, qui était pourtant utilisée jusqu'à présent, n'a jamais apporté la preuve de son efficacité lors d'une étude comme la vôtre. C'est-à-dire que jamais personne n'a comparé xylocaïne versus placebo. Qu'allez-vous faire? Eh bien forcément, on va donner de la cordarone plutôt que de la xylocaïne. On le fera avec le regret dans le cœur de se dire que, bon, ben, on aurait bien aimé que ça améliore le pronostic des gens au long cours. Bon, ça a l'air de l'améliorer qu'à la phase initiale, mais bon, versus un médicament qui n'a jamais montré que c'était supérieur au placebo, on ne va pas se priver de le faire, quoi. Donc on donnera de la cordarone dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Et ça tombe bien, puisque juste avant, je vous ai dit que dans les recommandations, avant le 4e choc, dans l'arrêt réfractaire qui avait résisté à 3 chocs à l'adrénaline, on donnait un bolus de cordarone. C'est suite à cette étude dont vous avez les vrais résultats là. D'accord? Question 7. Et puis on s'arrêtera là. Quel est le taux de survie après un arrêt cardio-respiratoire de l'adulte? Y a-t-il un délai d'intervention des secours? Si oui, lequel? Alors, est-ce que tu peux essayer de répondre à la question? Quel est le taux de survie après un arrêt cardio-respiratoire de l'adulte? Je crois que c'est 5% à peu près. Eh bien voilà, c'est 5%. Est-ce que tout le monde avait mis 5%? Vous ne le saviez pas? Est-ce que vous aviez lu l'énoncé? Regardez à la question juste d'avant, vous donnez le tableau. Survie à la sortie de l'hôpital, 5% versus 3%. Et la question d'après, je vous demande la survie. Bah, vous l'aviez. Alors, me mettez pas, si vous voulez me mettre 4%, qui est la moyenne entre les deux groupes, mettez-moi 4%. Mais en gros, effectivement, et c'est ça aujourd'hui, les données de survie à la sortie de l'hôpital de tous les arrêts cardiaques qui sont en France, c'est 5%. Et en gros, un arrêt cardiaque, ça survit à 10% à l'arrivée à l'hôpital. C'est-à-dire que vous allez avoir un malade sur 10 qui fait un arrêt cardiaque qui arrive vivant à l'hôpital. Et dans ceux qui arrivent vivants à l'hôpital, il y en a encore 1 sur 2 qui va mourir. Et il en restera donc 1 sur 2, donc soit 5% qui va sortir de l'hôpital. Et dans ceux-là, je ne vous parle pas encore de ceux qui ont des séquelles neurologiques, essentiellement. D'accord? Donc c'est assez catastrophique comme pronostic, vous êtes d'accord avec moi, hein? D'où la chaîne de survie et la tentative d'impact sur tous les maillons. Ce qui malheureusement n'est pas bien fait, parce que sur le maillon des fibrillations précoces, on progresse. Par exemple, sur le maillon reconnaissance et alerte précoce et massage cardiaque précoce, il n'y a pas grand-chose de fait. Les pouvoirs publics ne prennent pas vraiment des positions pour que ça soit fait à l'école, au lycée. Voilà. Et si vous n'êtes pas motivé pour aller passer votre FPS à la Croix-Rouge, en pratique, voilà. Y a-t-il un effet du délai d'intervention des secours? En gros, est-ce que tu as le même taux de survie si on te reconnaît ton arrêt cardiaque et qu'on te masse dans la première minute ou au bout d'une demi-heure, à ton avis? Alors oui, forcément, tu me réponds oui, forcément. On n'attendait que ça, mais c'est évident, mais ça valait 5 points, ou je ne sais plus, ou 2 points. Oui, et en fait, on estime qu'à peu près, oui, tu as une idée de à peu près? On estime que chaque minute où tu restes allongé en arrêt cardiaque sans que tu sois massé, c'est à peu près, on va retenir un chiffre rond, 10% de survie. Ce qui veut donc dire que, à peu près, si vous restez 10 minutes sans qu'on vous fasse rien, votre taux de survie il est quasi nul. Et forcément, 10 minutes sans qu'il vous arrive rien, vous imaginez que c'est court. Si même quelqu'un vous reconnaît, là, je reviens sur mon histoire de maillon, si même quelqu'un vous reconnaît l'arrêt cardiaque et appelle et attend que le SAMU arrive, le délai moyen d'intervention du SAMU de Paris, et encore le SAMU de Paris dans Paris intramuros, imaginez en province quand il faut aller dans un plus petit village ou un truc comme ça, ou etc., le délai d'intervention du moyen de SAMU de Paris, c'est 8 à 9 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si on attendait le SAMU pour faire les choses, ils seraient tous morts. Donc il faut absolument que les gens soient formés à faire de la réanimation cardiaque, cardio-respiratoire non spécialisée en attendant les secours, et que les pompiers arrivent, eux, un peu plus tôt, en moyenne dans 5 minutes, pour défibriller précocement, parce que sinon on n'arrivera jamais à faire mieux que les 5%. Hein. D'accord? Donc ça, c'était un peu en gros la conclusion qui était attendue à la dernière question. On vous disait, au vu des données de la question 7, donc ce à quoi on venait de répondre, c'est-à-dire que le pronostic était catastrophique, que plus vous attendiez, plus c'était mauvais. Que concluez-vous définitivement sur l'utilisation de la cordarone dans l'arrêt cardio-respiratoire et sur la prise en charge globale? Ben voilà, en gros, moi, ce que j'attendais, c'était du bon sens, hein, il faut juste savoir faire marcher sa tête pour répondre à cette question. C'est en gros que, bon, d'accord, la cordarone, ça ramène à peu près 2 fois plus de malades vivants à l'hôpital. On n'est pas sûr, parce que l'étude n'était pas faite pour ça, et donc l'étude, elle est faite que pour répondre au critère principal qui était la survie à l'hôpital où ça marche, la survie à l'arrivée à l'hôpital. On n'est pas sûr que néanmoins, ça les fasse plus survivre à la sortie. Il faudrait refaire une étude pour bien le montrer, ne serait-ce que parce que, comme on a dit qu'il y en avait encore 1 sur 2 qui mourrait à l'hôpital,
forcément, pour évaluer ça, on se retrouve avec 2 fois moins de malades à la sortie qu'à l'arrivée. Donc peut-être qu'on n'en a plus assez pour montrer une différence. Hein, finalement, il y a 5 versus 3%, on dit que ce n'est pas significatif, mais peut-être que s'il y avait un peu plus de malades à la sortie, donc on en avait mis un peu plus au départ, on pourrait le montrer. Donc en gros, il faudrait refaire une étude pour montrer à la sortie. Mais bon, en gros, déjà, on peut dire que visiblement, ça en amène un peu plus vivant à l'entrée de l'hôpital. Mais quand même, ce n'est pas transcendant. Par contre, et on vient de le dire, chaque minute, c'est 10% en moins, soit largement plus que ce que ferait l'accord d'Aran. Donc ce qu'il faut, c'est gagner des minutes sur des moments où on ne fait rien. Et donc, bien plus important que donner l'accord d'Aran, ce qui finalement est important dans la prise en charge globale de l'arrêt cardiaque, c'est former des gens à faire de la réanimation cardio-respiratoire précoce, non spécialisée. D'accord? Ça, c'est l'évidence même, mais c'est ça qui était attendu. Et puis, les autres maillons, on revenait sur l'histoire du maillon de la chaîne de survie, continuer à implanter des défibrillateurs partout. Mais c'est pareil, si vous implantez des défibrillateurs et que vous n'expliquez pas à la population comment s'en servir, ça ne sert à rien. Les gens ils vont passer devant en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une boîte aux lettres? Non, parce que non, c'est jaune, ils sont jaunes souvent. Non, c'est LifePack, ils sont jaunes. Non, c'est pas jaune, c'est pas une boîte aux lettres, mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous n'avez pas expliqué aux gens comment s'en servir, ça ne sert à rien de les mettre. Donc tout ça est important. Et une vraie formation à grande échelle est aussi importante. Voilà, on va s'arrêter là. Vous lirez le corrigé du dernier dossier dans le truc. Si vous avez un endroit où faire votre arrêt cardiaque, faites-le dans un avion d'Air France. Parce que c'est tout petit, donc on va tout de suite le voir. Hein, il y a un mec qui s'écroule au milieu des rangs ou votre voisin, vous écroulez sur votre fauteuil, la reconnaissance précoce, ça va être tout de suite. C'est petit, donc on va appeler tout de suite quelqu'un. Alors certes, le SAMU va avoir du mal à venir dans l'avion d'Air France en plein vol, mais tous les personnels des avions d'Air France sont formés à la réanimation cardio-pulmonaire et il y a des défibrillateurs dans tous les avions. Et donc on l'aura reconnu précocement, maillon 1, vous serez massé tout de suite, maillon 2, et vous serez défibrillé tout de suite, maillon 3. Et l'arrivée de la truc spécialisé maillon 4, finalement pas trop, mais finalement vous aurez eu le 1, 2, 3 quasiment en 5 minutes et vous aurez un taux de survie, c'est là où le taux de survie est le meilleur. Parce que finalement, quand le cœur est reparti, pour peu que ce soit une cause où en gros, dès que l'avion va pouvoir se poser des premiers aéroports, et finalement on a le temps d'attendre un peu plus, mais si vous avez été reconnu, massé, défibrillé tout de suite, finalement ça se passe beaucoup mieux. Parce que vous imaginez bien que récupérer une fibrillation ventriculaire qui fibrille déjà depuis 25 minutes, c'est beaucoup plus difficile que si elle fibrille depuis 1 minute 30. Le choc, il marchera beaucoup moins bien si ça fibrille depuis 25 minutes. Souvent, au bout de 25 minutes, vous serez en asystolie d'ailleurs, et ça ne se choque pas, ça ne sert à rien. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'activité. D'accord? Voilà.